s'appelle Oumar Mariko. Oui. Aujourd'hui, Oui. dites-nous, dites à nos téléspectateurs, les nouvelles du docteur Oumar Mariko. Le docteur va bien. Il est dans différentes tournées à travers l'Europe. Okay. Il est passé par Moscou et il y a d'autres tournées qui l'attendent. Et c'est encore l'occasion pour moi de le rendre hommage parce que vous savez que dans ce pays, on a pris l'habitude de ne rendre hommage qu'à des gens qui sont décédés. Et souvent, je pense qu'il est utile, sinon nécessaire, de rendre hommage au combat des femmes et des hommes qui, même dans les difficultés les plus extrêmes qui sont aujourd'hui, celle de Oumar, qui consiste à quitter sa famille naturelle, sa famille biologique, sa famille politique, pour des raisons politiques bien entendues. Et tout ceci est un grand sacrifice qui va au compte de la lutte, qui n'a jamais cessé de mener, ce combat qu'il a entamé depuis les années 80. Et il faudrait le rappeler qu'il a été au rendez-vous de toutes les luttes au Mali, des années 80 à nos jours, que ce soit de la liberté, que ce soit la liberté de la presse elle-même en particulier, que ce soit les luttes pour les travailleurs, pour le droit des travailleurs, que ce soit la lutte pour les paysans, les artisans, les ouvriers, dans tous les domaines et à bien des égards, il a été au confluent de ces combats et pour juste défendre l'intérêt supérieur du peuple malien et contre toute forme de domination. C'est un icône de l'anti-impérialisme. Les formes de domination, qu'elles soient une domination d'une classe contre une autre, qu'elle soit d'un État à un État, que ce soit même le nôtre contre son peuple. Donc du coup, aujourd'hui, il est mis sur villependé, il est désigné comme un ennemi de la nation. Et je pense qu'au regard de toute la lutte que cet homme a menée pour le Mali, je pense que ça en dit long sur l'orientation de cette transition, qui ne peut pas revendiquer la fondation de cette lutte et en même temps s'opposer à l'homme qu'il a toujours incarné et qui porte le visage de ce combat sur le plan national et international et qui a toujours été aux côtés des Maliens, à côté de ceux qui souffrent. Donc c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous continuons sur cette démarche et je parle rarement de Oumar sur les plateaux parce que ça, c'est son souhait à lui. Il n'a jamais voulu que ce soit une lutte qui colle directement à sa personne, mais que ce soit une lutte basée sur l'idéal, sur la défense des principes, des valeurs. Et c'est sur cette raison également que, sur cette démarche, disons, que nous aussi nous continuons pour essayer de laisser des traces et de faire date dans l'histoire. Ok, de laisser des traces et de faire date dans l'histoire. Comment, au niveau du parti Sadi, vous avez vécu ça, cet exil forcé de votre président, Dr Oumar Mariko? Bon, comment vous le vivez au quotidien? Nous le vivons avec beaucoup de philosophie. Vous savez, nous sommes un parti de gauche, un parti qui a eu ses baptêmes de feu dans différentes circonstances, dans les conditions les plus dramatiques souvent, dans des situations beaucoup plus difficiles que celle-là. Mais nous avons réussi à survivre grâce à cette conviction, à l'idéal qui nous anime. Et nous savons très bien que tous ceux-ci font partie de la lutte. Parce qu'il faudrait que les gens sachent que tout au long de l'histoire, effectivement, il y a eu des gens qui ont été mis en prison. Il y a eu des gens qu'on gardait pour qu'ils ne s'enfuient pas. Mais avec l'évolution des situations et le changement de contexte, on fait que ces mêmes hommes ont été gardés pour que quelqu'un d'autre ne les touche pas. C'est ça aussi la vie politique. Et tant qu'un homme vit, politiquement, il n'est jamais mort. Et nous le prenons avec une très grande philosophie en espérant aujourd'hui qu'il fera un retour triomphal dans ce pays. Et au-delà de ça, nous avons fait beaucoup de démarches au niveau de la transition. Et lui-même étant à l'extérieur, avait choisi de garder le silence pour ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres ou ne pas laisser des interprétations négatives sur sa lutte en considérant qu'il s'est allié avec l'ennemi pour des raisons stratégiques. Et donc, il a gardé le silence. Pendant ce temps, à l'intérieur, nous avons adressé des courriers au CNT depuis juin pour pouvoir les rencontrer le président, le parti, il s'agit du parti, pour les demander c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse pour le Mali, quel est le problème qui est posé entre nous. Jamais de suite, ils n'ont jamais donné de suite. Et pour montrer la mauvaise foi par rapport au cas Oumar aujourd'hui, qui est aujourd'hui franchement un problème qui... Aujourd'hui, la transition malienne que vous observez depuis un certain temps, ça marche. Est-ce que pour vous, c'est une marche rassurante ou c'est une marche qui pour vous inquiète? C'est une marche qui est inquiétante.
une marche inquiétante pour non seulement nous, de la classe politique, c'est une marche inquiétante pour le peuple du point de vue d'une vision avant-gardiste de ce que des démarches peuvent donner souvent de façon scientifique, on sait ce que cela peut donner, et c'est une marche également dangereuse pour ceux-mêmes qui gouvernent, parce que le but de la gouvernance n'est pas de sortir par la petite porte. Le but de la gouvernance, c'est de faire en sorte qu'on puisse laisser ses empreintes, qu'on puisse avoir une sortie. Oui. Parce qu'il y a visiblement et de façon naturelle plusieurs étapes dans l'exercice du pouvoir. Vous avez la conquête, l'exercice et la transmission. Et lorsque vous n'arrivez pas à réussir les trois séquences, eh bien, vous ne pouvez pas sortir par la grande porte de l'histoire parce que l'exercice du pouvoir est périlleuse. Et l'orientation que nous voyons sur cette transition, c'est contre cette orientation que nous nous opposons, nous l'avons dit. Et nous ne sommes pas là pour essayer de poser des positions subjectives contre telle ou telle personne, contre tel ou tel individu ou contre telle catégorie de personnes ou de corporations en parlant de l'armée, en parlant de la politique. Non, pour nous, c'est une question d'orientation, c'est une question de conception même qu'on a de la politique ou de notre capacité à pouvoir apporter des solutions aux problèmes posés. Parce que nous avons des véritables problèmes au Mali. Et donc des défis aujourd'hui qui font que l'orientation actuelle avec ces discours, avec ces démarches belliqueuses, avec ces affrontements incessants, avec, disons, cette façon, cette démarche qui consiste à bâillonner la presse, à bâillonner en tout cas toutes les voix qui veulent donner une autre orientation ou en tout cas qui s'accrochent à autre chose. Et cette démarche est nuisible pour eux et pour tout le monde. Okay. Voilà. Oui, vous parlez de l'orientation. Aujourd'hui, comment vous parlez, comment vous comprenez, hein, je ne parlerai pas de décalage, mais aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'une grande majorité de l'opinion soutient cette transition. Vous parlez de discours populistes et d'affrontements permanents. Comment vous jugez, appréciez un peu cela? Bon. Et c'est cela qui est justement le paradoxe et en même temps une conception aussi de la politique. Parce que vous savez, pour nous au niveau du Parti Sadi, le peuple, très généralement, on dit qu'il a toujours raison. Et cette raison est due au fait que c'est lui seul qui a droit à la versatilité. Eh bien, le peuple est souvent engagé de bonne foi dans des orientations. Ils sont engagés, il est engagé de bonne foi. Et c'est le discours qu'il entend, c'est les démarches qu'il voit, souvent qui l'amènent à croire de bonne foi à l'orientation de ce que vous annoncez comme étant votre projet. Mais en réalité, la réalité du terrain et les préoccupations essentielles des gens, au fur et à mesure que vous avancez et que ces préoccupations ne sont pas tenues en compte, eh bien c'est ce même peuple qui, avec tous ses droits et souverainement, décide après de se braquer contre vous. Donc, nous avons vu que sous plusieurs décennies ici, on a vu que l'ADEMA avait été plébiscité, Alpha avait été plébiscité dans ce pays. Il y avait également, Amadou Touré avait été plébiscité. Et le président Ibrahim Bokar Keïta a eu un des scores les plus honorables pour accéder à la magistrature suprême. Mais à un moment donné, lorsque la politique que vous menez n'est pas en accord avec le désir et la préoccupation essentielle des citoyens, il faudrait vous attendre à un moment ou à un autre, à un désaveu. Ok, donc pour vous, le peuple a droit, il a droit à la versatilité, c'est vous qui le dites, il est d'ailleurs le seul qui a droit à la versatilité. C'est comme pour vous, les hommes politiques, vous n'avez pas droit à la versatilité. Exactement, nous n'avons pas droit. Et c'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas cela ont toujours tendance à taxer les uns et les autres de radicaux, à taxer les uns et les autres de tous les maux. Mais en réalité, nous, en ce qui nous concerne, en tant qu'instrument politique, en tant qu'organisation politique, nous avons dès la base des objectifs. Et nous créons notre parti sur la base d'une vision, d'un programme, d'une conception même de la société malienne dans tous ses aspects. Et c'est sur cette base que nous prenons la parole pour aller à la conquête des suffrages, pour aller convaincre les Maliens pour qu'ils puissent adhérer à ce projet. Donc ce n'est pas parce que eux, ils ne sont pas avec notre projet, ce n'est pas parce qu'ils sont opposés à notre projet ou à nos démarches
que nous devrons systématiquement laisser ce à quoi nous croyons, ce pourquoi nous nous battons, ce pourquoi nous avons existé pendant toutes ces années à nous battre pour essayer de faire en sorte que cette position qui est la nôtre puisse être la position majoritaire du pays. Donc c'est pourquoi l'homme politique doit, en toutes circonstances, garder la ligne et rester derrière les principes, derrière ces principes seuls qui vaillent en toutes circonstances également. Oui, voilà. Babarou Bokoum, si vous parlez d'orientation, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que, quelles sont les erreurs pour vous de cette transition et qui vous montrent clairement que l'orientation n'est pas bonne? Dans un premier temps, la première erreur vient depuis le départ. Je pense qu'à partir du 18 août, quand l'armée a fait irruption sur la scène politique, bien entendu par besoin, le besoin était là pour qu'il y ait un arbitre, parce qu'il y avait le blocage de l'appareil politique. D'une part l'opposition et de l'autre côté la majorité. Alors le pays était resté des mois, ou sinon quelques mois sans gouvernement. L'administration était bloquée, on avait du mal à mettre un gouvernement sur place. Donc dès lors que l'armée arrive sur la scène, son objectif premier devrait être dans toutes les situations, c'est-à-dire la première démarche devrait être celle qui consiste à régler les problèmes politiques, celle qui consistait à faire en sorte que les raisons du blocage puissent être tenues en compte et que les revendications qui ont fait que les gens se sont opposés les uns aux autres puissent être tenues en compte. Donc quand ils ont pris le pouvoir, je pense que les semaines qui ont suivi, visiblement, ils ont pensé qu'ils peuvent garder le pouvoir. Et donc les démarches qui ont été entamées en ce moment, de la concertation jusqu'à la chute de Bandao, ont été une démarche tout à fait volontairement mise en marche pour rendre la situation beaucoup plus compliquée, pour faire en sorte qu'on puisse aller dans un affrontement entre politique et militaire, entre en tout cas citoyens d'une part et d'autre, pour pouvoir s'imposer au milieu de cet affrontement et de pouvoir invoquer ceci comme étant des raisons qui les permettent de rester longtemps au pouvoir. Mais si l'inverse était de penser qu'il y avait une urgence à gérer, qu'il fallait régler la question politique, qu'il fallait renforcer la démocratie, qu'il fallait faire en sorte que le discrédit ne tombe pas sur la chose politique, parce que c'est elle qui doit, en tout cas en tout lieu, c'est elle qui doit reprendre la main, qu'on le veuille ou pas. Cela peut faire mal à ceux qui ne veulent pas l'entendre, mais la réalité est que au XXIe siècle, l'organisation dans tous les pays du monde font que l'exercice du pouvoir est dévolu aux hommes politiques, à la classe politique, et peu importe la façon dont, en tout cas, ceux-ci peuvent être adaptés selon les pays, mais il est évident qu'on arrive au pouvoir à travers les suffrages. Donc, s'ils n'ont pas travaillé dans ce sens, et ils ont commencé dans un premier temps à pourchasser des hommes politiques, dans un deuxième temps à parler de rectification, à parler de réformes profondes du pays sans associer les véritables acteurs du pays, et dans un troisième temps, ils se sont mis à créer une question à exacerber le nationalisme, et dans un sens de rejet de l'autre, dans un sens de reniement total de tout ce qui a été organisé dans le monde depuis des années jusqu'à nos jours. Donc il est évident aujourd'hui que si leur démarche consistait à transmettre le pouvoir, les méthodes employées n'allaient pas être celles-ci. Donc c'est pourquoi nous avons dit que la démarche de la transition n'est pas la bonne, parce qu'elle s'en prend à toutes les libertés, et Djoliba TV, sa fermeture en était un exemple, et pas mal de choses où nous tous aujourd'hui, à un point ou à un autre, nous nous sentons menacés, et nous nous sentons en tout cas dans une situation d'autocensure, parce que c'est ce qui est arrivé. Il y a une grande partie des Maliens qui ont décidé de s'autocensurer pour X ou X raisons. Donc nous sommes là, les gens se disent que nous n'avons pas peur. Ce n'est pas cela, nous avons aussi peur. Celui qui n'a pas peur, c'est celui qui est inconscient. Et donc nous savons que la situation fait peur, mais nous ne sommes pas des lâches. Nous essayons quand même de dire ce que nous pensons, de défendre le peu de principes qui restent. Et ce sont ces principes aujourd'hui qui permettront aux Maliens de retrouver la paix. Parce que vous savez, tout ce qui est social et juridique sont là pour déterminer, réguler l'organisation sociale, la redistribution de la production. Et lorsque on se retrouve dans un pays où ce qui constitue le domaine juridique, les textes de loi, les règlements sont violés, tordus en longueur de journée uniquement pour pouvoir se faire plaisir ou pouvoir, en tout cas, atteindre ses objectifs, cela crée
un problème extrêmement grave, un dysfonctionnement généralisé de l'État, et c'est ce qui est aujourd'hui à la base de tous les problèmes que nous connaissons. Vous venez de parler, pour vous, des erreurs de la transition, 2 à 3 erreurs, mais aujourd'hui, si erreur de politique il y a, quelles sont ces erreurs-là qui ont amené ces militaires justement à être dans une logique de confiscation du pouvoir? Et l'erreur de l'homme politique, peut-être que c'était aussi pour ceux qui ont gouverné, parce que c'est comme ça qu'il faut préciser les choses, pas pour jeter du discrédit sur eux, mais ceux qui ont gouverné à un moment donné aussi ont commis des erreurs qui consistaient tout simplement à ne pas respecter l'opposition, à ne pas entendre l'opposition. Parce que c'est cette démarche, ce manque d'ouverture et de respect, en tout cas de la contradiction et du respect de l'opposition qui a entraîné le blocage du système politique et qui donne un argument à l'armée de faire irruption. Parce qu'il faut savoir que notre armée n'est pas à sa première irruption. Elle a pris l'habitude de venir à chaque circonstance, à chaque fois qu'une crise politique éclate et que l'armée elle-même, à un moment donné, les forces de défense et de sécurité eux-mêmes accentuent la répression pour pouvoir trouver un moyen, un prétexte d'intervention sur la scène. Pendant que nous qui gouvernons, nous n'avons pas eu l'intelligence d'user des mécanismes démocratiques dont nous disposons. Et si, à l'époque, le RPM, avec sa majorité et le président Ibeka, avait décidé de dissoudre le Parlement, de renvoyer la question au suffrage, je pense qu'on n'en serait pas là. Donc c'est une question, une responsabilité politique aujourd'hui dont nous devrons tirer les leçons et que ce soit eux ou nous et tous ceux qui viennent au pouvoir aujourd'hui devraient comprendre que pour permettre au pays d'évoluer, il faudrait renforcer la démocratie. Et tant qu'on ne renforce pas la démocratie dans ce pays, eh bien il faudrait s'attendre à chaque 10 ans, à chaque 15 ans à l'irruption de l'armée sur l'espace politique. Et tout le monde sait que l'irruption de l'armée, c'est un drame politique. C'est une situation que personne ne souhaite pour son pays. Et même l'armée elle-même sait qu'elle n'est pas faite pour faire irruption sur la scène politique, parce que cela a toujours laissé des traces. Donc aux Maliens, au peuple malien, de tirer tous les enseignements, justement, pour que la démocratie malienne retrouve ses lettres de noblesse. Babarou Bokoum, le 14 janvier, désormais, journée nationale de la souveraineté retrouvée. Souveraineté retrouvée, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, souveraineté retrouvée, je le dis et je le répète, moi, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas parce que, en réalité, la souveraineté du Mali, la question est devenue beaucoup plus complexe parce que chacun a sa définition de ce qu'est la souveraineté. Et nous, nous avons la nôtre. Pour nous, si le départ de la France au Mali est considéré comme une souveraineté retrouvée, moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Parce que c'est la souveraineté qui a permis au Mali d'appeler la France à venir. Parce que les gens oublient. Les années 2012 et 2013, quand l'opération Serval venait au Mali, c'était sur demande de l'État malien, à tort ou à raison. Que les gens disent qu'il est sous pression, il n'est pas sous pression, peu importe ce que cela dit, la forme était là. C'est l'État malien, à travers ses représentants, qui ont décidé souverainement de faire appel à un pays pour qu'il vienne les aider. Donc si ce même pays, il y a d'autres responsables qui reviennent aux affaires, décident que ces mêmes forces qui sont venues doivent quitter le Mali, cela n'est pas une question de souveraineté. Je pense que la souveraineté d'un pays, c'est déjà le fait qu'il soit reconnu en tant qu'État, en tant que nation, qui a son drapeau, qui a son hymne national, qui a son peuple, qui a sa constitution. Et ça, nous l'avons depuis des années. Maintenant, pour moi, la souveraineté, si elle devrait être retrouvée, c'est le respect du peuple. C'est une souveraineté qui nous permet à nous tous de s'exprimer librement dans notre pays. Parce que la souveraineté appartient au peuple. Et si nous, en tant qu'éléments du peuple, nous n'avons pas la possibilité de circuler librement sur notre territoire, nous n'avons pas la possibilité d'entreprendre librement sur notre territoire et que nous sommes dans des conditions restrictives à tout point de vue et de bien des manières dans beaucoup de circonstances concernant des différentes activités dont nous faisons aujourd'hui dans ce pays, eh bien nous pensons que c'est sur ce plan que la souveraineté devrait s'appliquer pour que l'État puisse savoir que cette souveraineté n'est pas acquise et parce que c'est l'État malien dans sa nature et qui gère les affaires c'est-à-dire complètement opposé à son peuple,
qu'il a toujours réprimé, qu'il n'a jamais rien servi d'ailleurs. Parce que quand vous regardez le fonctionnement de notre pays, en réalité, c'est quoi? Est-ce que vous avez l'impression que ce pays n'est pas gouverné? Ce pays, Attaher, est gouverné uniquement lorsqu'il s'agit de fermer Djoliba TV, lorsqu'il s'agit de m'arrêter moi ou de quelqu'un d'autre. Là, l'autorité est là, elle est efficace. Mais lorsqu'il s'agit dans toute sa plénitude. Justement. Et lorsqu'il s'agit, vous voyez, même vous passez, il y a quelqu'un peut venir, il coupe le goudron, il met ses fils et personne ne parle. Ça veut dire quoi? Que dans ce pays, les responsabilités, les domaines des responsabilités qui ont été confiés aux uns et aux autres ne sont pas exercés. Et que chacun peut faire ce qu'il veut, pourvu que vous ne vous mêlez pas des affaires de l'État. Donc ce désordre ambiant, cette incapacité même à rendre la ville de Bamako propre ou viable du point de vue infrastructure, tout ce qui s'ensuit prouve que notre pays n'est pas gouverné. Il est uniquement gouverné contre nous, contre le peuple, contre les citoyens, contre ceux qui veulent vivre librement. Souveraineté retrouvée, c'est un slogan creux, un slogan qui peut être bluff plus qu'il ne parle. Exactement. Parce que pour moi, on aurait dû peut-être parler d'autre chose qui n'est pas la souveraineté retrouvée. On aurait pu parler comme on appelle, de l'armée, de sa puissance retrouvée sur plein de choses. Et même quand on dit souveraineté retrouvée, il y a d'autres qui disent que c'est comme si on avait perdu la souveraineté entre-temps. Ben justement, mais c'est ça tout le problème. Lorsqu'ils ont mis même le mot retrouver, c'est ça que je dis qu'en réalité, même la question de souveraineté est un problème, à forte raison de dire la souveraineté retrouvée, parce qu'en réalité, elle n'a pas été perdue. La souveraineté appartient à notre peuple. Ça a été reconnu depuis 1960. Maintenant, c'est ceux qui l'exercent qui se sont couchés. Et donc, s'ils se sont couchés, cela n'a absolument rien à voir avec la souveraineté de notre État. Donc, cela aujourd'hui fait que la politique extérieure qui est menée dans le pays aujourd'hui est une politique qui ne correspond à rien, qui n'arrange en rien les intérêts nationaux. Parce qu'aujourd'hui, il est évident que le Mali est plongé dans une crise profonde et qui, aujourd'hui, au fil des années, a entraîné une crise économique. Or, tout le monde sait et connaît l'interdépendance du monde et de l'économie globale, et la mondialisation, qui fait aujourd'hui qu'une certaine démarche, une certaine posture permet de se retrouver dans une situation financière difficile. Et qui parle de situation financière difficile parlera de crise forcément et de déstabilisation. Parce qu'une opération militaire avec l'envergure que nous la menons aujourd'hui n'est pas soutenable à long terme. Il faut avoir le courage de le dire. Financièrement, ce n'est pas soutenable. Un pays ne peut pas, à un certain niveau, s'offrir le luxe, un pays en tout cas comme le nôtre, d'augmenter le budget de la défense et de la sécurité à un certain niveau qui dépasse tout entendement et que cela puisse être soutenu à durée. Parce que, en fait, en faisant cela, vous allez créer un dysfonctionnement dans tout le reste des services de l'État et qui, aujourd'hui, sont obligatoirement et ont besoin obligatoirement d'être rehaussés à un niveau qui permet de ramener la paix. Parce que vous parlez de la paix. Quand on veut la paix, il faut aussi qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait la présence de l'État, il faut qu'il y ait les services sociaux de base. Tout ceci demande des moyens colossaux qu'il faut déployer dans certains secteurs, de l'éducation, de la santé, de la culture, sur un certain nombre de plans. Et donc, si nous continuons de cette façon à accentuer les dépenses militaires sans penser à la paix, sans savoir quelle est la démarche que nous allons adopter pour aller vers la paix, je pense que le système finira par se bloquer lui-même. Parce qu'en réalité, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas armer, qu'on ne doit pas équiper. Mais il faudrait qu'on comprenne qu'une armée, qu'une orientation militaire, qu'une politique, qu'une guerre, sans une politique, sans un objectif, sans une doctrine qui clairement définie, est toujours vouée à l'échec. Voilà. Parlons maintenant d'élections. Le référendum constitutionnel prévu en mars 2023, le parti Sadi déjà qui dit non au projet de nouvelle constitution. Justement, Babarou Bokoum, qu'est-ce que le parti Sadi reproche à ce projet de nouvelle constitution? Quels sont vos arguments? Dans un premier temps, nous pensons que si on veut faire une nouvelle république, eh bien, on ne passe pas de cette manière. On ne vient pas en solo. On ne vient pas dans un secret de polichinelle
créer des petites choses, faire des montages de dossiers, des copier-coller pour essayer de balancer ça, pour dire que nous voulons partir dans une république. La question de la république est trop sérieuse pour être laissée entre les mains d'un petit groupe. Parce que vous savez que c'est dans la Constitution qu'on peut avoir les germes de tous les conflits, de tout le désordre, de tout ce qui peut constituer un handicap pour, en tout cas, les générations futures. Donc c'est pourquoi c'est une question tellement sérieuse qu'elle ne devrait pas être traitée de la sorte. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous pensons que la Constitution, elle n'est plus démocratique. Parce que nous avons pensé et dénoncé pendant des années la façon dont les pouvoirs étaient répartis d'une manière et que les gens se sont plaints. Mais dans la pratique, c'est le chef de l'État qui avait plus de pouvoir. Et donc, au lieu de trouver un mécanisme pour faire en sorte que cette pratique ne puisse pas proliférer, eh bien, ils ont fait tout le contraire en rendant légitimes ces pratiques qui étaient contraires à la Constitution, en les rendant légales et donc dotés du président de tous les pouvoirs au point qu'il devient un monarque absolu dans un pays aujourd'hui qui a connu plusieurs crises, à de plusieurs reprises et qui a connu beaucoup de coups d'État parce que tout simplement il y avait un seul homme qui décidait, il n'y avait pas un mécanisme qui pouvait permettre de déclencher un processus démocratique et de dialogue qui pouvait permettre également aux citoyens de faire passer leur message. Ça, c'est le second. Et dans un troisième point, vous savez que aujourd'hui, plus on est crédible quand vous voulez faire une réforme constitutionnelle, vous voulez partir au référendum, vous voulez toucher à la loi fondamentale et à l'acte fondamental. Et je pense qu'il faudrait au moins avoir une certaine crédibilité vis-à-vis de vos adversaires, vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Lorsque cette transition, dans sa démarche aujourd'hui, elle nous a montré qu'on ne peut pas faire confiance en elle parce qu'elle n'a pas tenu beaucoup d'engagements. Il y a énormément d'engagements qui n'ont pas été tenus. Il y a eu énormément de laisser-aller. Il y a eu énormément d'agressivité vis-à-vis. Et donc, en tout cas, de la classe politique et de tout ce qui s'ensuit. Donc, ce qui fait que quand vous portez une réforme, il faut à la base être crédible. Et lorsque vous n'êtes pas crédible, la réforme même, elle est rejetée, même pas à cause du fond, mais à cause de celui qui porte la réforme. Donc voilà un certain nombre de points sur lesquels nous sommes opposés. Et un dernier point à terre qui est très important, aujourd'hui l'État est très faible. L'État est faible et il ne faudrait pas, à travers les discours, que les gens pensent que nous avons un État trop fort, parce que tout simplement nous avons des centaines de groupes armés sur le territoire. Nous avons une montée islamiste et religieuse dans le pays et ce qui a ramené certains d'oser s'attaquer à la laïcité. Donc en ouvrant la Constitution aujourd'hui, on n'a pas la garantie que ces gens en rapport de force ne vont pas nous amputer ce acquis qui est quand même un élément fondateur de notre nation et qui est un élément sur lequel le Mali ne peut pas exister sans la laïcité. Donc pour vous, au niveau du parti Tadi, les autorités doivent renoncer sursoir totalement à cette réforme. Totalement. C'est votre et de position. laisser à un régime qui viendra démocratiquement d'user des moyens démocratiques pour en tout cas demander au peuple malien s'il voudrait une nouvelle constitution ou pas, s'il voudrait des réformes ou pas. Oui, Alcar, on est toujours sur le chapitre des élections. Alcar Ouedraogo, question d'un internaute, il demande est-ce que les élections auront lieu pour vous? Est-ce que les élections auront lieu aux dates indiquées? Question de Alcar Ouedraogo. Pour moi, il n'y aura pas d'élection. Je l'ai toujours dit. Moi, à chaque fois que je le dis, vous êtes formel. Je suis formel là-dessus. Il n'y aura pas des élections parce qu'il ne peut pas organiser les élections. Parce qu'ils n'ont pas créé les conditions pour aller vers les élections. C'est tout simple que ça. Parce que vous savez, les élections obéissent à un processus. Vous allez voir, la mise en place de ce processus n'est pas terminée. On est à quoi? À 3 mois des élections? Il n'y a même pas, le projet de constitution n'est même pas encore terminé. On a créé une nouvelle commission qui n'a pas encore, même pas commencé de travailler. Et les structures qui doivent organiser, on est entre l'EJ, entre le ministère de l'Éducation, entre le ministère de l'Administration, on ne sait pas qui fait quoi, qui organise quoi. Et sur le plan budgétaire, où on va sortir l'argent, parce qu'ils n'ont même pas d'argent, il n'y a plus d'argent dans la caisse à cause des difficultés que nous avons eues avec la communauté internationale, avec la CEDEAO et avec certains partenaires qui refusent d'investir au Mali, parce qu'on nous a considéré comme étant un pays où l'investissement est risqué et donc les gens ne viennent plus et la situation financière est très très compliquée et ce qui fait que aujourd'hui la posture utilisée par la transition n'est pas une posture qui les permettra
de faire les élections Oui. à la date Ok. indiquée. Si on ne fait pas d'élection aux dates indiquées, nous aurons certainement des ennuis ou des mêmes soucis avec la CEDEAO. Mais bien évidemment, c'est ça également tout le problème que nous avons toujours souligné. En fait, quand on gouverne, on doit respecter des engagements. Ok. Peu importe ce que cela implique. Oui. Alors, quand on prend des engagements, on doit créer les conditions pour les accomplir. Oui. Donc, maintenant, s'il n'y a pas eu d'élection, Oui. bien entendu qu'on va être encore se retrouver dans des situations très difficiles. Oui. Donc, ce que personne ne souhaite encore. Oui. Donc, c'est aux autorités, en tout cas, de voir si réellement ils ont le souci de faire des élections, Oui. ils peuvent déployer les moyens D'accord. nécessaires. Mais si le gouvernement ne fait pas d'élection aux dates indiquées, est-ce que sa légitimité va poser problème à ce moment-là au niveau des politiques, au niveau du peuple ou de la société civile? Non, sa légitimité pose toujours un problème, même à l'instant où on parle. Oui. Parce que la légitimité, elle n'est pas à géométrie variable. Elle n'est pas, c'est pas quelque chose que vous fabriquez pour vous et vous dites que vous êtes légitime. Et les autres qui sont là. Et parce que tant qu'on prend le pouvoir par les armes, tant qu'on a le pouvoir par les armes, on ne peut pas, à un certain moment, dire qu'on est légitime. Ça ne se décrète pas. Il y a des processus avec lesquels on va vers la légitimité. Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas le choix. Qui a le choix? Parce que c'est avant tout la nôtre, notre armée. C'est notre armée qui, en tout cas nos officiers qui sont au pouvoir, ce ne sont pas des étrangers. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons que trouver les moyens de les aider à sortir de la situation. Parce que moi, à mon avis, aujourd'hui, ils se retrouvent embourbés dans une situation et ils ne savent pas par où partir. Sauf ceux qui veulent garder le pouvoir. Et garder ce pouvoir est suicidaire. Moi, je le dis en toute liberté et je le dis pour eux. Parce que je sais que quand on n'est pas élu et qu'on garde le pouvoir, c'est très dangereux pour soi-même. Parce qu'à terre, quand dans un régime démocratique, lorsqu'on fait un mandat de 5 ans, les gens pensent que c'est fait comme ça, bizarrement. Non, ce n'est pas fait bêtement. Quand on dit 5 ans, 6 ans, 10 ans, c'est pour permettre à l'autre partie qui a été défaite de se patienter. Quand on fait une élection, 52%, vous avez 48% qui ont dit non. Et ces 48% respectent les règles du jeu qui consistent à dire qu'il y a un délai. À partir de ce délai, on va vous reposer la question si vous me voulez ou pas. Donc les gens acceptent. Mais lorsque vous prenez le pouvoir par les armes et que vous ne donnez pas le délai, vous pouvez vous imposer 10 ans, 20 ans, comme ça a été le cas pour Moussa Traoré. 23 ans après, il est tombé et il est sorti par la petite porte. Ce n'est pas cela que je souhaite. Je ne le souhaite pas pour la simple raison que notre génération, elle est montante. Et nous avons la même génération dans l'armée qui monte. Et il est dangereux pour nous également d'aller à l'affrontement avec une génération qui risque de dépouiller notre armée de sa crème, de l'élite, de toute cette capacité intellectuelle et militaire que nous avons aujourd'hui, parce que par cupidité, certains s'accrochent au pouvoir et ils mettent dangereusement en danger l'outil militaire qui détermine aujourd'hui notre souveraineté, qui est la fierté du Malien, sans lequel le Mali ne peut pas exister. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tant que patriote et en tant que des gens qui ont le sens de l'honneur et de l'engagement, qui ont prêté serment lorsqu'ils sont sortis des écoles militaires et des écoles de guerre, doivent savoir que l'intérêt de la nation prime avant tout. Donc ils doivent raison garder, organiser des vraies élections, transmettre le pouvoir, sortir par la grande porte et s'occuper de notre armée qui a besoin encore des gens pour s'en occuper. Moi, je ne suis pas militaire, je n'ai pas été formé pour gérer l'armée. Mais eux, ils sont formés pour ça. Donc, il faut qu'ils retournent pour reprendre l'outil. Parce que le Mali a besoin d'une armée forte, le Mali a besoin d'une armée concentrée, totalement dévouée à la sécurité du territoire et la police nationale bien équipée pour pouvoir s'occuper de la sécurité intérieure de notre pays. C'est de cela que nous avons besoin. Aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas compris cela et tous ceux qui ne veulent pas comprendre cela vont apprendre à leurs dépens dans les années à venir que franchement, on a créé une situation irréversible qui risque de faire voler le pays en éclats. Et ça, nous ne le voulons pas. Et il est de notre responsabilité de le dire à tout un chacun. Que ce n'est pas parce que, comme certains le pensent, que vous êtes au pouvoir, vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes... Moi, je ne demande rien. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je ne veux pas être à aucun poste que ce soit. Nous voulons tout simplement que le pays avance. Et pour que le pays avance, il faut, à un certain moment donné, comme nous l'avons toujours dit, que chacun reste à son poste à terre. Que les journalistes restent à leur poste, qu'ils puissent animer l'espace et le débat démocratique.
que l'homme politique reste à sa place, qu'il puisse porter des vrais projets, des orientations, des visions pour le pays, que les forces de défense et de sécurité retournent dans les casernes parce que c'est leur vocation. Ils sont là pour ça, ils ont été payés pour ça, ils ont été formés pour ça, et leur rôle, c'est de nous protéger. Et donc, on ne peut pas s'opposer à eux, on ne va pas les affronter, mais on leur montre le chemin de retour pour qu'ils puissent aller totalement dévouer au service qui a été celle de Babarou, qui a motivé la création. on va maintenant entamer la dernière rubrique.